Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de votre actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va encore et malheureusement parler de la Russie et de l'Ukraine, mais on va aussi parler de plein d'autres sujets. On parlera de gaming avec Gran Turismo, on parlera aussi de voitures, mais des vraies, des voitures électriques. On parlera aussi d'une révolution peut-être dans les chiplets qui seront dans vos processeurs et vos socs de demain, des smartphones, bref, plein de choses. On commence tout de suite avec évidemment les dernières actus et news tech du conflit qui se passe actuellement en Ukraine avec l'invasion de l'armée russe. Premier point qui va peut-être vous rassurer, normalement la Russie, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères Maria Zayarova, n'envisage pas la guerre nucléaire. Vraiment ils disent vous êtes trompé de personne parce que la guerre nucléaire, la seule fois où ça a été utilisé c'était les mecs d'en face. Elle a un argument, elle a un point. Bon, on va s'accrocher en tout cas à ce petit argument. On enchaîne avec tout de suite la guerre côté cyber. Je vous rappelle que ça lutte de tous les côtés et qu'on a détecté un nouveau type de malware qui s'appelle Isaac Wiper qui est utilisé contre les réseaux ukrainiens. Je vous rappelle que je vous ai beaucoup parlé des efforts ukrainiens pour aller hacker les services russes, mais évidemment ça va dans les deux sens et pour la Russie même depuis quelques années. Allez voir cet article de ZDNet qui vous explique un peu ce type d'attaque et ce type de malware. On continue maintenant avec les géants occidentaux qui coupent les liens avec la Russie. On commence avec Netflix qui avait déjà annoncé hier qu'il ne diffuserait pas les chaînes d'État russes sur la plateforme. Désormais, Netflix vient normalement de mettre en pause, c'est pas encore officiel, mais toutes évidemment ces productions qui auront lieu en Russie ou qui ont un lien avec la Russie. Du côté de Roku, le géant aussi des médias, on va éjecter Russia Today évidemment de sa plateforme. Russia Today qui désormais va être coupé de quasiment toutes les plateformes hors Russie. Du côté de Snap, de la même manière, on va soutenir l'Ukraine ici et couper aussi la plupart des channels et des chaînes russes. On enchaîne avec Spotify. De la même manière aussi, qui va retirer Russian Today et Sputnik également de tous ses contenus. Et un peu plus étonnant, mais ça suit une certaine logique aussi, Electronic Arts et eSports notamment, qui vont retirer les athlètes et les équipes russes de leur jeu. Évidemment, tous les athlètes et les équipes russes ne sont pas pour cette guerre, mais en temps de guerre, malheureusement, il n'y a pas vraiment de subtilité. Autre point du conflit et du ton qui monte, c'est désormais le service spatial russe Roscosmos qui a décidé de prendre plus ou moins en otage certains lancements. Tout à fait, ils ont décidé que notamment certains satellites qui étaient en leur possession, qu'ils devaient lancer dans l'espace, vont rester à terre pour l'instant, mais ils vont aussi les garder. C'est une sorte de prise d'otage de satellites, comme nous rapporte nos confrères de The Verge. Et c'est la société OneWeb qui se retrouve un petit peu bloquée pendant toute la durée de ce conflit là-dessus. On a aussi plus généralement sur Internet cette guerre qui continue et l'Ukraine qui demande à l'ICANN de stopper un peu tous les domaines, tous les DNS russes. Ars Technica rappelle avec justesse que ce serait une mesure extrêmement, comme je vous le disais tout à l'heure, pas très subtile puisque ça couperait l'internet à toute la Russie, à tout le peuple russe, alors qu'il faut plutôt viser peut-être le gouvernement et certains sites et services russes, là où on peut frapper de manière peut-être plus subtile et plus précise qu'avec un missile. Un papier très très intéressant en tout cas qui met un petit peu de nuance dans cette guerre pour l'instant. Deux derniers points, on a aussi un point sur la culture même, parce qu'il faut aussi en parler, avec Volodymyr Zelensky, je vous rappelle, président de l'Ukraine depuis 2019, qui était un ancien comédien et qui est en train de devenir un véritable héros et un symbole et un mème, littéralement, puisque on découvre qu'évidemment, il a été acteur, il a été danseur, il a fait plein de choses, et on est en train d'en faire un homme un peu over the top. Wired qui rappelle que, attention, c'est aussi dangereux de mettre un peu de la pop culture par-dessus tout, surtout dans des cas un petit peu critiques et qu'il ne faut pas le faire passer pour ce qui n'est pas et ne pas trop le faire monter un peu dans tous les sens. Dernier point tech mais un peu glauque, on s'est rendu compte que Tinder en Ukraine ça fonctionne et ce sont plutôt des soldats russes qui sont en train de se balader sur Tinder pour rencontrer des jeunes femmes peut-être ukrainiennes. C'est une sorte de version un peu moderne et numérique de ce que peuvent être, on va dire, des crimes de guerre et des crimes sexuels pendant des conflits. C'est assez glauque, mais malheureusement, c'est le cas actuellement. On quitte l'Ukraine et je vous tiendrai évidemment au courant de toutes les autres news dès demain et on va enchaîner avec le reste de l'actu tech. On commence avec Fitbit. Je vous rappelle que la marque de bracelets connectés et de trackers qui appartient à Google a dû rappeler 1,7 million de modèles, les Fitbit Ioniq. Pourquoi ? Puisque on a détecté des dizaines de cas de personnes qui se brûlaient le poignet à cause d'une surchauffe de la batterie. Il va y avoir donc un rappel massif et les personnes seront remboursées pour l'équivalent de $300 pour acheter un modèle de Fitbit avec un discount de 40%. Bon, je ne sais pas si les gens ont envie de racheter tout de suite ces bracelets s'ils leur ont brûlé le poignet.
On enchaîne maintenant avec une news pas très sexy comme ça, mais vous allez voir, c'est assez énorme. Un consortium vient de se mettre en place pour créer la norme UCIe. Alors UCI, c'est pas le cyclisme, j'en parlerai plus tard dans cette émission. Non. C'est le Universal Chiplet Interconnect Express. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va être un système unifié normalement pour signer des chiplets de plusieurs marques, qu'elles soient software ou hardware. Regardez bien les géants qui ont signé là-dedans, puisque on va parler de ASE, AMD, ARM, Google Cloud, Intel, Meta, Microsoft, Qualcomm, Samsung et TSMC, rien qu'eux, qui se sont unis pour une norme commune, donc ça s'appelle l'UCIe 1.0, un peu comme le PCI Express, là c'est l'UCIe, et qui va permettre peut-être un jour de combiner différents composants et différents softwares de différents géants sur un même chiplet. Donc je vous rappelle que les chiplets, ce sont désormais ces nouvelles structures très à la mode pour créer des processeurs et des SoC qui permettent de faire des sortes de petits blocs, des packaging en fait de transistors. Et on pourra peut-être un jour avoir dans ces chiplets un système unifié qui permettra de mettre, je ne sais pas, peut-être une carte graphique AMD, une partie graphique AMD avec une partie intelligence artificielle de chez TSMC ou Samsung à voir. Donc c'est encore très loin d'avoir des conséquences dans nos modèles commerciaux et ce qu'on va pouvoir acheter dans le commerce, mais vu la cote des chiplets actuellement, ça pourrait être une énorme avancée pour nous. On enchaîne maintenant et on va à Barcelone. Je vous rappelle qu'à Barcelone, on continue de tester des produits. Dernièrement, Kevin a pu voir le fameux Magic Honor V ou Magic Honor 5, je ne sais pas, un téléphone portable pliant qui pourrait donner du fil à retordre au Galaxy Z Fold 3 de Samsung s'il arrivait un jour en France, parce que je vous rappelle que ce téléphone n'a toujours pas été officialisé, alors qu'un peu comme le Oppo Find N, il fait plutôt rêver. Autre rumeur, c'est du côté de OnePlus qui, je vous rappelle, présentait le OnePlus 10 Pro. De l'autre côté, vers l'entrée de gamme, on aurait peut-être le OnePlus Nord 3 qui arriverait durant l'année avec une dalle AMOLED 120 Hz, une recharge rapide, et on l'imagine encore un prix plancher. Pourquoi je vous parle de cette rumeur de chez OnePlus? C'est parce que je vais vous parler de son ancien cofondateur, Carl Pei. Je vous rappelle que ce dernier a quitté OnePlus pour créer une autre marque qui s'appelle Nothing. Ils ont créé des petits, notamment, écouteurs intra-auriculaires qui ont plutôt fait leur effet. Nothing ne va pas s'arrêter là et on sait que Carl Pei, depuis quelques semaines, travaille dur puisqu'ils vont essayer de sortir un smartphone Android. Donc ça a commencé, le teasing de la marque est toujours très maligne de ce côté-là. Avec ce petit, le mois de mars va être plutôt drôle. Voilà, ici on a Snapdragon qui leur répond en disant vous inquiétez pas, Android et Carl Pei, on est là. Et puis évidemment Carl Pei qui vient se balader avec certains pontes de chez Qualcomm. Donc on attend impatiemment ce smartphone. Est-ce qu'il sera original? Est-ce qu'il aura un beau design? Est-ce qu'il sera peut-être la nouvelle référence? On espère, en tout cas des nouvelles, ce ne sera pas au MWC, mais ce sera durant ce mois-ci qui va être, vous allez voir, très chargé en smartphone. Enfin et dernier point, on aurait peut-être un nouveau smartphone de chez HTC. Oui. Très étonnant. HTC qui, je vous le rappelle, depuis quelques années ne vend plus que quelques smartphones sur le marché taïwanais puisqu'ils ont un peu quitté ce marché. Ils n'avaient pas sorti de haut de gamme depuis 2018. C'est un smartphone qui était dédié à la crypto-monnaie. Bon, ils ne se sont pas arrêtés là-dessus puisque en 2022, leur nouveau smartphone sera dédié au métavers. Voilà, on n'en sait pas plus. Ils disent juste que ce sera un smartphone qui sera metaverse ready. Ça fait penser un peu aux annonces un peu marketing d'Acer. J'en sais pas plus, mais ce sera peut-être pour le mois de mars. Et enfin, pour le mois de mars, je vous rappelle que Apple a enfin annoncé la conférence que beaucoup de gens attendez. Ce sera mardi 8. Je vous rappelle qu'on couvrira ça en direct à 18h30 sur la chaîne Twitch des numériques. L'adresse est évidemment sous cette vidéo. Et un nom français qui s'appelle La Performance entre en scène. Et en anglais Peak Performance. Un petit jeu de mots entre Peak et Peak, si vous avez pu le voir. Et on attend potentiellement du coup un iMac haut de gamme, on attend potentiellement un iPhone entrée de gamme et peut-être au milieu, peut-être une tablette, voire un iPad Air, voilà. Ça risque d'être plutôt chargé en ce mardi, donc je vous donne bien rendez-vous mardi prochain, le 8 mars, 18h30. Dernier point enfin, petit scandale du côté de Samsung, qui n'avait peut-être pas besoin de ça. Plusieurs youtubeurs, plusieurs utilisateurs de forums en Corée ont vu que l'application GOS de Samsung ne sait pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est que GOS? Ça s'appelle Game Optimizing Service, c'est censé être une application qui optimise les performances de votre téléphone pour le jeu vidéo. On s'est plutôt rendu compte que c'était une application qui allait baisser la performance de la plupart des applications populaires qui ne sont pas des jeux vidéo. En gros, plus de 10 000 applications seraient concernées dans un listing qui est en train d'être échangé sur beaucoup de forums coréens et les médias occidentaux sont en train de voir parce que certains ont des S22 avec l'application GOS et d'autres ont des S22 sans l'application GOS. Donc on va voir si Samsung s'est rendu coupable de limiter les performances de certaines applications. Ce ne serait pas la première fois que Samsung ferait ça, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques années, justement, OnePlus, on revient à eux, avait fait ça avec le OnePlus 9, avec une application
qui ressemblait beaucoup au Ghost de Samsung et qui baissait les performances. OnePlus avait dû se justifier pour dire que oui, il le faisait, mais c'était pour évidemment protéger la durée de vie de la batterie et l'autonomie du smartphone quand il n'avait pas besoin de toute sa puissance pour faire tourner par exemple Instagram. On vous rappelle aussi qu'à sa manière, Apple avait essayé de gérer l'optimisation de leur batterie et que c'était pas très bien passé du côté des consommateurs. Passons maintenant du côté de l'automobile et des voitures. C'est le grand ménage, c'est le grand balai, les grandes manœuvres stratégiques. Vous allez le voir. Je vous parlais hier de Kia qui a été très heureux de voir que sa EV6 a été élue voiture de l'année 2022, une première pour une voiture sud-coréenne. Kia qui ne s'arrête pas là puisqu'ils ont montré leur chemin et leur agenda pour 2030 pour devenir un des leaders des véhicules électriques. Ils vont notamment viser la vente de 1,2 million de véhicules électriques d'ici 2030, le tout à travers plus de 14 modèles, puisqu'il y aura déjà 14 modèles 100% électriques chez Kia dès 2027. Du côté de Hyundai, le cousin de Kia sur la stratégie électrique, c'est un peu la même chose, parce que Hyundai vise carrément 7% du marché des véhicules électriques d'ici 2030, donc des objectifs extrêmement ambitieux. Et vous voyez ici, là où Kia visait 1,7 million de véhicules, ici on en vise 1,9 quasiment. Ça va encore plus loin chez Stellantis. Je vous rappelle que Stellantis, c'est le groupement de PSA, Fiat et compagnie. Avec leur programme d'Air Forward, eux pour 2030, ils visent 5 millions de véhicules vendus 100% électriques d'ici 2030. Donc vous voyez, les grandes manœuvres et toujours ces agendas à tenir. Et puis enfin, et de manière plus, intéressante et risquée, qui a beaucoup fait discuter, c'est Ford qui vient de faire une annonce assez dingue. Ford, pour essayer de rester dans la course justement aux véhicules électriques, ils vont scinder Ford en deux. D'un côté, on aura Ford E pour tout ce qui est électrique, et de l'autre côté, on aura un peu Ford Blue pour les véhicules à l'ancienne. Pourquoi faire cela ? Parce que selon Ford, il faut être extrêmement agile comme un constructeur 100% électrique. Suivez mon regard, voilà. Et en même temps, il faut continuer à évidemment servir des véhicules thermiques pour la prochaine et dernière décennie. C'est pour cela que nous allons avoir du coup Ford Blue qui va s'intéresser aux véhicules 100% électriques et être une entité plus petite, voilà, qui va vendre peu de véhicules et qui va investir beaucoup pour essayer de rattraper au hasard Tesla et autres. Et de l'autre côté, Ford Blue qui sera le constructeur à l'ancienne. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui passe pas très bien en interne et dans leur réseau. Premièrement, dans les réseaux, puisque aujourd'hui, Ford continue à vendre ses véhicules à travers des concessionnaires, donc traditionnellement comme beaucoup de constructeurs. Mais si vous ne le savez pas, la plupart des concessionnaires automobiles aujourd'hui ne voient pas d'un bon œil l'arrivée des véhicules électriques. Pourquoi ? Parce que ces derniers sont juste beaucoup plus fiables que des véhicules thermiques et donc on a beaucoup moins besoin de venir les faire réparer ou réviser. Donc, tout le business des concessionnaires automobiles est aujourd'hui un peu en danger à cause des véhicules électriques, on va dire, pour de bonnes raisons. Autre point aussi, le fait que les véhicules électriques se mettent à jour en OTA, donc over the air, fait que désormais les constructeurs peuvent gérer les mises à jour directement de leurs véhicules sans passer par ces intermédiaires. Ford a promis que tout se passerait bien et essaye de pousser ses concessionnaires à adopter le modèle électrique. Autre point aussi, c'est qu'en interne, on a un petit peu peur puisque globalement, la stratégie de Ford, c'est de dire d'un côté, on va avoir les petits chouchous qui sont le véhicule électrique et de l'autre côté, on va avoir un peu les futurs has-been qui sont la division thermique et des véhicules à essence. Et en même temps, la division qui va rapporter tout l'argent à Ford, c'est la division à essence. Et la division qui va coûter beaucoup d'argent à Ford dans les prochaines années, c'est la division électrique. Donc en interne, apparemment, les gens ne sont pas très contents parce qu'ils disent globalement, plus personne ne voudra bosser pour Ford Blue. Et pourtant, c'est Ford Blue qui va ramener de l'argent à Ford E. Comme vous voyez, les transitions électriques, c'est compliqué. Dernier point qui va pas parler directement de Ford, mais ce coup-ci on va parler de Tesla, puisque Elon Musk n'est pas content. Vous savez que Elon Musk et Joe Biden, c'est pas trop la joie. Et maintenant, Joe Biden, ça fait la deuxième fois qu'il s'adresse à la nation et qu'il félicite les constructeurs américains de véhicules électriques en ne citant pas Tesla. Il l'a fait encore avant-hier sur son State of the Union, où il a félicité Ford justement encore et General Motors d'avoir créé 11 000 emplois et investi plusieurs milliards de dollars. Ce à quoi Elon Musk a répondu, les gars, nous on a créé 50 000 emplois aux États-Unis et en termes d'investissement, on a fait plus du double de GM et de Ford réunis. Voilà, au cas où, peut-être pas pour toi Joe Biden, mais pour la personne qui gère ce compte. Donc Joe Biden qui continue de bouder Elon Musk qui n'est pas content. On termine sur cette actu auto extrêmement chargée avec une autre mauvaise nouvelle, mais qui vous raconte un peu ce que c'est que l'automobile moderne. Comme je vous le dis souvent, ne précommandez pas votre jeu. Ça peut vous faire une Cyberpunk 2077 ou une Battlefield 2042. Mais aussi ne précommandez pas vos voitures parce que là, les conséquences peuvent être plus compliquées. Rivian vient d'annoncer qu'ils vont augmenter jusqu'à 20% le prix de leurs véhicules
Pourquoi ? Eh bien parce que Rivian, encore une fois, cite la pénurie des composants. Et je vous rappelle que les véhicules, notamment électriques, sont très friands de composants actuellement en pénurie. Et donc, votre véhicule qui coûtait à un moment 70 000 $, il va peut-être coûter jusqu'à 82 000 $. Et ce, même si vous aviez pré-réservé votre véhicule en 2018 notamment, parce que je vous rappelle que Rivian a mis beaucoup de temps et des gens avaient lancé des précommandes il y a déjà plusieurs années. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas eu leur véhicule déjà livré, eh bien cette hausse de prix soudaine et annoncée hier, eh bien sera effective immédiatement. Donc évidemment, dans les forums et notamment sur Reddit, les gens sont extrêmement mécontents. Beaucoup sont en train d'annuler leur précommande en disant à un moment, il faut que les gars ils se tiennent et qu'ils assurent leur commande et qu'ils honorent leur commande, même si effectivement la pénurie a changé beaucoup de choses à voir, puisque je vous rappelle que le prix actuellement des véhicules neufs et même d'occasion est en train d'augmenter. Allez, on quitte un peu toutes les polémiques, on se quitte sur l'auto avec une belle automobile. C'est le nouveau prototype de chez Polestar, c'est la Polestar O2, un roadster sexy, un roadster sexy, on va pas se mentir, qui sera basé sur la même plateforme, un aluminium qui sera utilisé par la future Polestar 5, et ce prototype qui peut-être un jour viendra concurrencer la Tesla Roadster dans quelques années, est livré avec un boomerang drone. Me demandez pas pourquoi. Oui, ils ont mis un drone boomerang intégré dans la voiture. On va plutôt s'intéresser à la voiture elle-même, qui est franchement très jolie et qui franchement, je peux vous le dire, si un jour elle sort dans le commerce, coûtera très très cher. On termine avec des médias et du gaming. Et dans les médias, eh bien pour les fans d'anime, eh bien grosse fusion puisque Crunchyroll et Funimation s'associent ensemble. Au hasard peut-être pour résister à un géant qui s'appelle Netflix et qui devient extrêmement ambitieux et agressif sur le marché de l'animation japonaise. Ils sont en train du coup pour l'instant de créer la plus grosse plateforme et bien joué de leur part, et ce sera surtout un bon plan pour Sony qui, je vous le rappelle, est propriétaire d'un des deux larrons. On termine avec justement Sony et la PlayStation. Le Gran Turismo 7 est arrivé, voilà, et écoutez, il a beaucoup plu à nos confrères de chez Gamecult qui lui mettent un petit 8 bien senti. C'est un jeu de l'amour de la voiture, voilà. Si vous aimez collectionner les voitures, si vous aimez regarder des voitures sous tous les angles, si vous aimez vous balader dans des beaux circuits, c'est le jeu du plaisir. Donc finalement, Gran Turismo, qui n'est plus vraiment un concurrent, on va dire frontal de Forza Motorsport, mais qui est revenu à son ADN premier, on va dire, du jeu à la cool, à l'amour de la voiture. Mais plus sérieusement, pour revenir aux choses qui nous intéressent, nous, chez les numériques, qu'est-ce que ça vaut techniquement ? Eh bien, Florian Agez nous en a parlé et il a fait un petit peu le bilan technique de ce Gran Turismo. Globalement, c'est un bon jeu, hein. Techniquement, il y a des choses magnifiques comme notamment les effets météo et d'autres fois c'est un petit peu dépassé. Mais ce qui est important, c'est que le moteur physique et le moteur de comportement des voitures est un régal. Florian qui aussi aura permis de nous apporter le Steam Deck aujourd'hui qu'on vous aura montré ce matin en live. On espère avoir ses impressions le plus rapidement possible. Merci d'avoir suivi cet épisode un petit peu long et chargé de la condensée. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode qui sera tenu par 3 personnes inédites. À très vite.